Les terroristes ont dit « le Mali s'arrête ». Et le Mali s'est arrêté. Comment? 3 mots. Plus de carburant. 72 heures sans essence, les hôpitaux s'éteignent, les morts s'accumulent. Bienvenue en enfer. Bienvenue au Mali. Imaginez une nation entière à l'agonie, ses artères vitales coupées, ses habitants piégés dans un silence oppressant. Pas un bruit de moteur, pas un klaxon, seulement le crépitement distant d'une explosion qui pourrait être la prochaine. Au Mali, en ce moment même, une guerre invisible se livre pour le contrôle de l'essentiel, le carburant. Les djihadistes de JNIM ont déclaré la guerre totale, et Bamako, la capitale bouillonnante, est en train de s'asphyxier. Si le monde regarde ailleurs, vers le chaos en Tanzanie, ici, c'est une catastrophe qui pourrait basculer toute l'Afrique de l'Ouest dans l'abîme. Restez avec moi, car ce soir, on plonge au cœur de cette tempête et ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision de l'Afrique pour toujours. Accrochez-vous, ça va secouer. Bienvenue sur Afrostratège, la chaîne qui décrypte les stratégies cachées de l'Afrique, loin des médias mainstream. Aujourd'hui, on parle d'une crise qui n'est pas seulement politique, mais une question de survie pure et simple. Prenez le cas du Mali actuel sous blocus de carburant monté par des groupes djihadistes locaux. Les signes avant-coureurs indiquent que des problèmes encore plus graves se profilent à l'horizon. Pendant que les yeux du monde sont rivés sur le chaos en Tanzanie, quelque chose de bien plus dangereux se déroule en silence au Mali. Une crise qui va d'au-delà de la politique. C'est une lutte pour la survie. Les pénuries de carburant paralysent les villes, isolent les villages et poussent les Maliens ordinaires au bord du précipice. Et derrière ce chaos, se dresse l'un des réseaux militants les plus redoutés d'Afrique et de l'Ouest, JNIM. Ils ont lancé un blocus si efficace qu'il étrangle tout un pays. Mais ce n'est pas un acte de terreur aléatoire. Il y a un motif, un qui révèle la guerre plus profonde qui se livre à l'intérieur du Mali. Ce soir, on dévoile l'histoire cachée derrière le blocus de carburant au Mali. Qui tire vraiment les ficelles? Que veulent-ils? Et comment les leaders militaires du pays ripostent-ils pour empêcher le Mali de sombrer dans l'obscurité et le désespoir total? Préparez-vous, car cette histoire est un thriller géopolitique où chaque jour compte et où un faux pas pourrait tout faire exploser. Avant de plonger plus profond dans cette crise explosive, si vous aimez nos analyses pointues sur les dynamiques africaines et que vous voulez soutenir la chaîne pour qu'on continue à vous livrer du contenu premium, devenez membre d'Afrostratège dès maintenant. Pour seulement quelques euros par mois, vous accédez à des vidéos exclusives, des lives privés sur les stratégies secrètes des puissances en Afrique, et même des analyses en avant-première sur des crises comme celle-ci. Cliquez sur Rejoindre ci-dessous et faites partie de la communauté qui façonne l'avenir de l'Afrique. Merci à nos membres actuels, vous êtes les vrais stratèges. Et maintenant, revenons à notre sujet brûlant. Depuis septembre 2025, le Mali vit un cauchemar absolu. Une crise si profonde qu'elle menace d'écraser à la fois l'économie et le gouvernement lui-même. Tout a commencé discrètement au début du mois de septembre. Un groupe armé lié à Al-Qaïda, connu sous le nom de JNIM, Jamaat al-Nas al-Islam wal-Muslimin, a lancé une campagne impitoyable. Leur cible n'était ni les soldats, ni les politiciens. C'était le carburant, le sang vital de la nation. Un par un, les camions-citernes ont été attaqués sur les autoroutes. Des convois ont été incendiés. Des chauffeurs sont disparus dans la nuit, sans laisser de traces. En quelques semaines, le groupe avait effectivement étouffé la lifeline du Mali. Ils ont scellé les routes commerciales clés, particulièrement celles menant à Kayes et Nioro du Sahel, deux portes d'entrée cruciales à la frontière avec le Sénégal. À partir de ce moment, le pays a commencé à suffoquer. Et alors que les attaques se poursuivaient, une chose est devenue cristalline. JNIM ne bloquait pas seulement le carburant, ils envoyaient un message glaçant au gouvernement de Bamako. Le Mali tourne quand nous le permettons. Imaginez la tension monter jour après jour. Les routes autrefois grouillantes de vie deviennent des zones de non-droit, hantées par des ombres invisibles. Chaque camion qui s'aventure là-bas, c'est qu'il pourrait être le prochain. Et si vous étiez un chauffeur malien, coincé avec votre famille qui attend du pain à la maison, la peur vous rongerait, n'est-ce pas? En octobre, les effets étaient dévastateurs. Les stations-service à Bamako, une ville de plus de 4 millions d'habitants, se sont vidées. Les motos se sont arrêtées net. Les bus ont disparu des rues, comme avalés par un trou noir. La vie quotidienne, des hôpitaux au marché, a commencé à se désintégrer fil par fil. À la fin octobre, la crise a atteint un point de rupture explosif. À Bamako, les stations d'essence se sont transformées en champs de bataille de frustration pure. Des culs étendaient sur des blocs entiers, des conducteurs dormant dans leurs
Des conducteurs dormant dans leur voiture, attendant quelques gouttes d'espoir le petit matin. Les tempéraments s'enflammaient, des bagarres éclataient, les gens étaient désespérés, au bord de la révolte. Des rapports bientôt confirmeront l'impensable, le prix du carburant avait explosé de 500%, passant de 25 $ à plus de 130 $ le litre. Imaginez cela. Pour la plupart des Maliens, ce n'était plus une question de choix, c'était la survie brute, viscérale. Et si demain votre voiture s'arrêtait pour de bon, comment survivriez-vous dans un monde où le mouvement est interdit ? Le gouvernement dut agir, mais chaque décision semblait un pari désespéré. Les écoles et universités à travers le pays ont été suspendues pendant 2 semaines. Une décision douloureuse qui symbolisait à quel point la nation était paralysée. Le ministre de l'Éducation, Amadou Kouissaven, a expliqué que la suspension, valable pour le 9 novembre, était due aux perturbations dans les approvisionnements de carburant affectant les déplacements du personnel scolaire. Il a promis que le gouvernement faisait tout son possible pour restaurer les supplies avant la reprise des cours le 10 novembre, mais peu y croyaient. La méfiance planait lourde comme un orage imminent. Pendant ce temps, le comité interministériel de la gestion des crises et des catastrophes a émis une directive sinistre. Les restrictions sur le carburant resteraient en place jusqu'à un nouvel ordre. Seuls les services d'urgence, les véhicules d'assistance et les transports publics auraient accès aux maigres réserves restantes. Pour des millions de Maliens, ce n'était pas seulement une crise énergétique, c'était l'effondrement lent et inexorable de la vie quotidienne. Mais derrière ce blocus se cache un jeu dangereux de représailles, un échiquier où chaque pion est une vie humaine. Selon JNIM, leur siège n'était pas aléatoire, c'était une vengeance calculée. Ils prétendaient que c'était en réponse à la décision du gouvernement malien d'interdire la vente de carburant en dehors des stations officielles, surtout dans les zones rurales où les gens achètent et vendent souvent l'essence dans des bidons. En surface, cela semblait une simple régulation, mais pour les militants, c'était une menace directe, un coup de poignard dans leur empire souterrain. Voyez-vous, dans ces régions reculées, JNIM ne se contente pas de combattre, ils commercent. Le carburant est l'une de leurs lignes de vie. Ils le vendent, en tirent des profits et utilisent l'argent pour financer leurs attaques. Alors, quand les autorités maliennes ont bougé pour couper ces profits, le groupe a riposté avec une férocité impitoyable. Ils ont bloqué les routes de carburant, détourné des convois, détruit des camions-citernes. Chaque explosion, chaque camion incendié envoyait le même message terrifiant « Si nous ne pouvons pas avoir de carburant, vous non plus ». Et maintenant, le peuple malien paye le prix fort, un prix en vie, en espoir brisé. À Bamako, les stations-service ont fermé leurs portes, verrouillées par la peur et la rareté. Les rues sont étrangement silencieuses, un silence qui pèse comme une menace. Les voitures sont abandonnées, rouillées par l'immobilité. Beaucoup de résidents n'ont d'autre choix que de marcher des kilomètres ou de rester cloîtrés chez eux, prisonniers de leur propre ville. Les analystes décrivent cela comme un étranglement économique, une campagne de pression conçue pour suffoquer le gouvernement militaire du Mali en coupant le pays de sa ressource la plus vitale, le carburant, l'oxygène de son économie. Selon Nicolas Hawke d'Al Jazeera, la stratégie de JNIM semble fonctionner à merveille. Leur blocus ne prive pas seulement le Mali de carburant, il retourne la colère publique contre le gouvernement même qui essaie de les arrêter. Et pour les Maliens ordinaires, cette colère est compréhensible, viscérale. Combien de temps les gens peuvent-ils survivre quand le pays lui-même s'est arrêté de bouger ? La crise du carburant a gelé la vie quotidienne, comme un hiver éternel. Les boutiques qui dépendent de générateurs sont muettes, les marchés à moitié vides, fantomatiques, et le réseau de transport, les artères qui font circuler les gens et les biens, s'est effondré comme un corps sans pouls. Un chauffeur de moto a résumé le désespoir en une phrase déchirante. « J'ai poussé ma moto 9 km sans essence ». Ce n'est pas juste une citation, c'est le symbole d'une notion qui roule sur les vapeurs de son dernier espoir. La crise a maintenant attiré l'attention internationale. Un projecteur cruel sur l'agonie malienne. L'ambassade des États-Unis à Bamako a émis un avertissement urgent, conseillant aux citoyens américains de quitter le Mali immédiatement par vols commerciaux. Voyager par route, ont-ils dit, est trop dangereux. Les autoroutes sont devenues des zones de guerre potentielles, hantées par la menace d'attaques terroristes. Pour ceux qui restent, l'ambassade a conseillé de préparer des plans de contingence, y compris la possibilité de s'abriter sur place pendant des semaines, voire des mois. Parce que les conséquences de ce blocus de carburant vont bien au-delà des réservoirs vides.
Il perturbe maintenant l'électricité, coupant le courant à des quartiers entiers, plongeant des milliers dans l'obscurité totale. Et selon les officiels américains, cela pourrait déstabiliser la situation sécuritaire déjà fragile du Mali de manière imprévisible. Ce n'est plus une simple pénurie de carburant, c'est un siège, un qui menace de défaire le pays de l'intérieur, fil par fil, jusqu'à l'effondrement final. Avant d'examiner comment les leaders maliens ripostent, nous devons comprendre l'ennemi et ses motifs, plongés dans les ténèbres de leur esprit. Qui sont ces hommes? Que veulent-ils vraiment? Pour répondre, remontons aux origines. Le cauchemar du Mali n'a pas commencé en 2025. Il a débuté plus d'une décennie plus tôt, en 2013, quand des rebelles touaregs séparatistes dans le nord se sont soulevés contre l'État. Mais ce qui a commencé comme une rébellion locale a fut vite détourné par quelque chose de bien plus sombre, une force émergente du désert. Une alliance de militants islamiques s'est imposée, se nommant JNIM, liée directement à Qaïda. Au fil des années, ils ont accompli quelque chose que peu de groupes terroristes réussissent. Ils se sont fondus dans le paysage. Dans les villages isolés, où la présence du gouvernement est faible, JNIM est devenue partie intégrante de la communauté elle-même. Ils se sont mariés avec des locales, ils ont eu des enfants, ils ont recruté de jeunes garçons, parfois de gré à mal gré, par la peur ou la promesse. Et en faisant cela, ils ont effacé la ligne entre civils et militants. Aujourd'hui, cela les rend presque impossibles à combattre. Comment détruisez-vous un ennemi qui se cache au sein de votre propre peuple? Leur objectif final est simple, mais terrifiant. Créer le chaos, affaiblir l'État, et si possible, s'emparer du contrôle du Mali lui-même. Mais contrairement à d'autres mouvements extrémistes, JNIM a évolué, comme un serpent qui mue pour mieux frapper. Ils ne s'appuient pas uniquement sur les bombes ou les balles. Leurs tactiques les plus récentes, comme le blocus de carburant, révèlent un plan plus calculé, plus insidieux. Ils visent à briser le Mali, non pas une guerre ouverte, mais en retournant ses propres citoyens contre le gouvernement militaire du Mali. Et c'est là que leur stratégie devient de mortellement dangereuse, parce que quand les généraux maliens ont pris le pouvoir, ils l'ont fait avec un soutien massif du peuple. Ils promettaient force, stabilité, indépendance. Maintenant, JNIM teste si cette confiance peut survivre à une crise aussi profonde, aussi suffocante. Imaginez le suspense, un peuple uni contre l'adversité, mais craquelant sous la pression. Un faux pas, et tout bascule. Quand le colonial Assimi Goïta et Sémone ont pris le pouvoir, le peuple s'est rangé derrière eux. Même quand il a prolongé la période de transition et dissolu le Parlement, les rues de Bamako sont restées calmes. Pas de manifestations massives, pas d'insurrection, juste une foi inébranlable. Une foi que ce gouvernement apporterait enfin la stabilité à une nation qui en avait trop vu de chaos. Et quand les partis politiques ont essayé de semer le trouble, le peuple les a étouffés. Ils ont rendu leur choix clair. Mali se tient avec les militaires. Cette loyauté a été le pilier du règne d'Assimi. C'est ce qui a maintenu son gouvernement debout face aux tensions de l'Occident, au retrait des troupes étrangères et à la pression montante de toutes parts. Mais la loyauté est fragile, comme un château de cartes dans un vent violent. Imaginez ce qui se passerait si le peuple, épuisé, affamé, immobilisé, commence à perdre la foi. Si les mêmes foules qui acclament les militaires se mettent à scander contre eux, le résultat serait catastrophique. Le gouvernement essaierait de resserrer son emprise, le peuple pousserait en retour, et dans ce chaos, JNIM reviendrait plus fort que jamais. Parce que pour des groupes comme eux, le chaos n'est pas un effet secondaire, c'est l'objectif. C'est la tempête parfaite qu'ils attendent. Et en ce moment, le Mali vacille dangereusement au bord de ce gouffre. C'est précisément le cœur de la stratégie de JNIM, une tactique aussi ancienne que le pouvoir moderne lui-même. Ils ne combattent pas seulement l'armée malienne, ils luttent pour les esprits du peuple. C'est le même playbook que l'Occident a utilisé maintes fois à travers l'Afrique. Déstabiliser un pays de l'intérieur, retourner son peuple contre ses propres leaders et regarder un gouvernement s'effondrer sans un seul coup de feu. Et c'est exactement ce qui se déroule au Mali en ce moment. Le blocus de carburant n'est pas juste une attaque sur l'économie, c'est une guerre psychologique, un effort lent et calculé pour faire perdre foi aux Maliens ordinaires dans le gouvernement qu'ils défendaient jadis. Parce que quand les gens ne peuvent plus bouger, travailler, nourrir leur famille, la frustration devient rage, et la rage transforme des citoyens loyaux en protestataires enragés. C'est une formule dangereuse, une qui pourrait défaire tout. Les experts sonnent l'alarme, leur voix comme des sirènes dans la nuit.
Contra Risks, une firme mondiale d'intelligence et d'analyse des risques, avertit que la menace d'un effondrement du régime militaire malien, soit par un coup d'État, soit par une rupture politique, est extrêmement élevée dans les semaines à venir. L'analyste Beverly Hawken le dit sans détour. Le blocus est conçu pour presser les citoyens à s'éloigner du gouvernement, à les rendre si misérables, si désespérés, qu'ils commencent à blâmer les leaders mêmes qui essaient de les protéger. Et de manière troublante, ça commence déjà à marcher. La tension est palpable, comme un élastique tendu à se rompre. À tout moment, une étincelle pourrait tout enflammer. De l'autre côté de la frontière, au Sénégal, la tension est aussi épaisse, un brouillard de peur et d'attente. À des dépôts de carburant poussière et au bord des routes, de longues files de camionneurs attendent sous le soleil brûlant. Non pas des heures, mais des mois. Leurs réservoirs sont vides, leur patience épuisée. Certains refusent de parler à la caméra, les yeux baissés. Certains ont été accusés de payer des combattants d'Al-Qaïda juste pour faire passer leur camion à la frontière malienne. Ni l'un ni admettre, mais tout le monde sait que ça arrive. Comme l'a dit un reporter, devant eux s'étend une route dangereuse, un voyage droit à travers le territoire d'Al-Qaïda. À l'intérieur de Bamako, les désespoirs atteignent le point de rupture. Les marchés de carburant autrefois animés sont silencieux, comme des tombes. Les bidons d'essence qui bordaient les rues ont disparu, évaporés. Avant, on pouvait acheter de l'essence partout en bidon, explique un revendeur local, Bakary Koulibaly. Mais maintenant, il n'y en a plus. On est forcé d'aller aux stations, et même là, on n'est pas sûr d'en trouver. Quelques stations ont encore du carburant, mais les fils s'étendent sur des heures, parfois des jours. La ville roule sur l'espoir et les vapeurs. Et au milieu de cet effondrement au ralenti, une question résonne dans chaque rue, chaque maison, chaque bureau gouvernemental au Mali. Le gouvernement militaire peut-il survivre à cela ? Le colonel Assimi et ses hommes peuvent-ils surmonter une crise qui menace non seulement leur règne, mais la stabilité même du Mali ? Le suspense est insoutenable, comme un film d'action où le héros est accoulé dans un coin noir. Mais, juste quand il semblait que le Mali allait s'effondrer, quelque chose a changé. Un tournant dramatique qui a injecté une dose d'espoir dans l'air vicié. Le colonel Assimi Goïta n'allait pas regarder son pays brûler sans réagir. Il a bougé vite et stratégiquement, comme un général dans une partie d'échecs mortels. Le 27 octobre, il s'est tourné vers un des nouveaux alliés les plus puissants du Mali, la Russie. C'était un pari risqué, un saut dans l'inconnu, mais il a payé. En quelques jours, Moscou a répondu avec force. La Russie a annoncé qu'elle fournirait entre 160 000 et 200 000 tonnes métriques de produits pétroliers et agricoles au Mali. C'était une bouée de sauvetage, un coup audacieux pour briser l'étranglement de JNIM sur l'approvisionnement en carburant de la nation. L'annonce est venue d'Alexei Koumaraïplin, chef d'une délégation russe visitant Bamako. Il n'en est pas resté là. Il a révélé des plans pour une raffinerie d'or soutenue par la Russie, un projet massif qui pourrait ancrer l'économie malienne pendant des années. Et puis, seulement 3 jours plus tard, la preuve est arrivée, roulant comme un triomphe. Plusieurs dizaines de camions-citernes ont fait éruption dans Bamako, escortés par des instructeurs militaires russes et les forces armées maliennes. Les citoyens se sont alignés au long des rues, regardant les convois avancer. Un moment de soulagement, de prod et d'espoir prudent. Pour la première fois depuis des semaines, Bamako a vu la promesse du mouvement, le roulement des moteurs reprenant la vie. Ce n'était plus juste du carburant, c'était une déclaration, un symbole de souveraineté, de résilience et de nouvelles alliances se formant hors de portée de l'influence occidentale. Dans un monde qui observe le Mali au bord du précipice, le message du colonel Assimi Goïta était clair et tonérant. Le Mali ne s'agenouillera pas, ni devant le chaos, ni devant l'Occident, ni devant la peur. Selon les services de presse du gouvernement malien, le carburant fraîchement arrivé n'est pas juste un symbole, c'est un plan de sauvetage en marche. Les supplies seront utilisés pour ravitailler les transports en commun et atteindre les régions les plus touchées par la crise. Chaque leader porte maintenant le poids de la survie. L'administration des douanes pétrolières a été chargée de superviser le processus, de préparer tous les documents nécessaires et d'assurer que les camions sont dispatchés rapidement vers les coins les plus reculés du pays. Puis, dans la nuit du 30 octobre, un convoi de plusieurs dizaines de camions de carburant a tonaré Bamako, escorté par des soldats Fama. Un spectacle que beaucoup de Maliens ont décrit comme à la fois surréaliste et héroïque. Selon la déclaration gouvernementale, la priorité dans la distribution est donnée au transport en commun pour restaurer le mouvement des gens à travers la capitale et aux véhicules d'urgence, assurant que les opérations humanitaires puissent continuer. Une attention spéciale est aussi accordée à des régions de Ségou, Mopti et Koutiala, les zones les plus affectées par le blocus. Et dans les coulisses, les officiels exécutent déjà un plan national, un système coordonnant pour la distribution de carburant à travers les stations-service pour éliminer les pénuries le plus rapidement possible. Pour la première fois en semaine, les rues du Mali commencent à s'animer à nouveau. Un bourdonnement prudent qui rappelle que même face au sabotage et au siège, la volonté de survie d'une nation ne peut être facilement éteinte. Qu'est-ce que cela vous dit ?
Ce n'est pas seulement le gouvernement qui travaille pour gérer la crise du carburant. Les officiels locaux maliens, y compris les leaders communautaires, font tout ce qu'ils peuvent pour y remédier. Ils travaillent main dans la main pour résoudre le problème. Alors, pendant que les analystes disent que cette crise du carburant risque de pousser le Mali par-dessus le bord, la vérité est que les citoyens maliens ne veulent pas que leur pays bascule. Malgré les frustrations et la misère de la crise, ils soutiennent toujours leur gouvernement. C'est incroyable. Oui, le blocus est encore en vigueur et la crise n'a pas complètement disparu. Les gens luttent encore pour se déplacer et le prix du carburant reste très élevé. Mais si vous regardez le tableau d'ensemble, vous verrez un pays prêt à persévérer et à traverser la crise. À la fois, le gouvernement et les citoyens sont prêts à collaborer pour régler la question. Ce n'est pas juste de la solidarité, c'est du patriotisme et du nationalisme pur. Alors, le Mali va-t-il craquer, selon vous? Non, je pense que non. Quelles sont vos pensées? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'analyses comme celle-ci. Regarde maintenant notre dernière vidéo.